Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rega, on se retrouve aujourd'hui pour ce journal de bord du capitaine du 12 juin 2023. Donc déjà, dans cette vidéo, je vais rappeler ce que c'était à la base les journaux de bord du capitaine. À la base, les journaux de bord du capitaine, c'était des vidéos dans lesquelles je me posais derrière mon ordinateur et où je lisais tous les commentaires laissés sur une de mes vidéos et que je partageais du coup les hypothèses de mes abonnés sur One Piece, leur avis sur One Piece, leurs critiques sur One Piece et j'en faisais une vidéo qui durait en général une heure et demie. C'était le dimanche pour se poser à la fin de la semaine pour revoir un peu tout de One Piece. Là, je fais évoluer le concept des journaux de bord du capitaine par rapport à ce qui se passe sur ma chaîne. Malheureusement, il n'y a plus autant de commentaires sur mes vidéos quand je fais une vidéo sur One Piece, quand je fais une vidéo sur une critique ou quoi. Il n'y a plus autant de commentaires. Et donc, du coup, j'ai décidé que maintenant, les journaux de bord du capitaine, ça allait être une série un peu podcast audio dans laquelle moi, à chaque fin de session d'enregistrement, à chaque fin de semaine d'enregistrement, en début ou en fin de semaine, le dimanche ou le soir ou le lundi matin, j'allais m'enregistrer où j'allais parler de manière un peu plus générale de la vie, de mes vidéos, de ma chaîne YouTube. Et dans le seul but de faire une émission de radio, je sais pas en fait. Je vous mens pas que là je fais un peu le truc au hasard. Je me suis déjà enregistré une fois ce matin, j'ai beaucoup parlé. Mais je sais pas, j'ai pas trop aimé ce dont je parlais, donc j'ai pas regardé l'enregistrement, je l'ai effacé et là je recommence. Ok, donc déjà de un, je vais en profiter dans ces journaux de bord du capitaine. Il y a un concept de vidéo par rapport à maintenant dans le présent de ma chaîne, par rapport à tous les concepts de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne dans le présent depuis mon retour, il y a un concept de vidéo qui avait quand même fait pas mal de vues. C'était les reviews d'albums, alors je vais en profiter, je vais parler des reviews d'albums. Alors déjà les reviews d'albums, premièrement, la première review d'album que j'ai fait c'était sur Naughty Dog, mais là actuellement là, dans notre timeline c'était sur Booba. Je sais pas, ça m'avait frappé comme ça, j'avais envie de parler de musique, alors du coup je suis parti écouter l'artiste numéro 1 français et j'ai critiqué son album et après on a écouté Cynic parce qu'un abonné l'a proposé, ensuite Dosseux parce que je trouve qu'il a pas le succès qu'il mérite. Et là je buguais un peu déjà de un, j'ai perdu cette connexion avec la musique, j'ai plus spécialement envie de parler d'artistes de musique, les musiques de rap français et tout, je vous mens pas, je les aime pas particulièrement les artistes français. Premièrement et deuxièmement, c'est compliqué de faire une vidéo, hein, surtout que moi, j'analyse pas le texte en profondeur, tu vois, j'ai pas le texte de l'artiste sous les yeux. Tu vois, ce qui pourrait être pas mal à faire dans les reviews albums, tu vois, ce serait de me taper, ce serait d'écouter l'album, déjà dans un premier temps, mais ce serait aussi d'avoir le texte sous les yeux et un surligneur, tu vois, pour que lorsque le rappeur dise quelque chose une punchline intéressante, tu vois, je la surligne et que j'en parle, tu vois, dans la vidéo, mais après, en même temps, je trouve que dans cette génération de YouTube, tu vois, je trouve que les critiques et les analystes, ils dénaturent complètement les œuvres parce que je trouve qu'ils dénaturent l'œuvre parce que finalement, en regardant leurs vidéos, on va pas apprécier, comment dire, les critiques et les analyses, c'est censé être des extensions de l'œuvre, genre des genres de DLC, tu vois, que t'es pas obligé de regarder pour apprécier l'œuvre, tu vois. Mais avec cette vague de critiques et de critiques, surtout de manga qui est apparue, j'ai comme l'impression que les auteurs aussi en même temps, ils jouent un peu avec ça maintenant. Ils écrivent leurs chapitres en se disant il faut que je leur donne un truc à manger pour parler, pour que dans leur vidéo ils parlent de l'œuvre et que ça fasse plus de pub. Et tu vois, ça crée un peu une sorte d'engouement autour de l'œuvre, tu vois, qui en réalité, je crois que ce qui m'arrive, moi personnellement, cette déconnexion que j'ai au monde de l'art, au monde des mangas, au monde de la musique de manière générale, elle me frappe un peu parce que au final, je suis peut-être en train de sortir de mon adolescence, tu vois ce que je veux dire? Genre, je ne cherche plus la même chose dans les œuvres que je regarde que même il y a 4 ans en arrière. Parce qu'il y a 4 ans en arrière, j'étais pas encore complètement devenu adulte dans ma tête. Même là, maintenant que si moi vous me posez la question, vous me dites, ouais, regarde, est-ce que t'es un adulte? Je dirais, non, moi je suis un adolescent, mon pote. Je suis un adolescent de 18 ans dans ma tête, mon frère, et ça va pas changer comme ça, les gars. Ça marche trop bien pour moi la vie comme ça, donc je vais continuer. Et donc du coup, ouais, je cherche autre chose dans les œuvres. Et malheureusement, je ne trouve aucune œuvre
qui va me proposer ce que je recherche, c'est-à-dire en fait ce côté détente. Et en fait, je me rends compte que que c'est peut-être pour ça que j'aimais One Piece à l'époque. C'est parce que même s'il y avait beaucoup d'arcs narratifs sérieux dans One Piece, il y avait quand même ces côtés où on se prenait pas au sérieux, où on déconnait, où on rigolait. Et peut-être que avoir trop bouffé du hey, t'as vu maintenant la One Piece c'est sérieux, maintenant One Piece c'est sérieux, maintenant One Piece c'est sérieux, maintenant One Piece c'est sérieux, tu vois, ça a peut-être tué One Piece, tu vois, de mon point de vue. La manière dont l'œuvre m'était partagée à l'époque, entre les arcs, entre le sérieux et le fun, il y a plus de sérieux et de fun, et quand il y a du fun, t'as l'impression que c'est du réchauffé et que c'est plus aussi original qu'à l'époque. Et donc du coup, moi, quand je regarde quand je regarde un peu ce que met en avant la communauté One Piece par rapport à ce qui sort des chapitres, je me dis, mais en fait, on n'a pas regardé le même manga, et moi, genre, les grosses révélations, oui, c'est important, les grosses révélations, mais ça a toujours, dans un sens, un peu été secondaire dans One Piece, les grosses révélations. C'est plus l'aventure et le périple de Luffy que tu vas suivre et qui va t'intéresser. Et tout ce qui est révélation et structure qui est autour, c'est intéressant et tout. C'est un monde riche, tu vois. Mais Luffy, il a toujours évolué, et l'histoire de Luffy, elle a toujours évolué de manière à ce que ça... On montre que c'est un peu un paria et que, justement, malgré cette hiérarchie dans le monde de One Piece, Luffy, il en a rien à faire, tu vois. Et il avance sur sa route, quoi qu'il arrive, à sa manière, et en croisant ses adversaires et en les vainquant, puisque c'est Luffy, tu vois. Là, maintenant, je regarde, et même là, l'arc Vegapunk, j'ai un peu regardé. Déjà, moi, ce qui me tue dans One Piece, c'est de voir des vidéos genre de Gotchi ou de même d'autres mecs balancer des grosses révélations, dire ouais, ça a été révélé. Alors moi, je regarde juste la vidéo, moi, je regarde juste le titre de la vidéo, tu vois, je regarde pas la vidéo parce que j'ai pas envie de me spoil. Tu vois, et donc du coup, j'ai regardé le manga, et le chapitre que je lis ne parle absolument pas de cette révélation. Et jusqu'à ce que j'apprenne que justement c'est des livres en plus qui en fait ont révélé cette révélation. Je trouve ça ridicule, les gars. C'est en gros, tu suis un manga, l'œuvre principale elle te révèle rien du tout de la structure, mais tous les trucs pour les fanboys qu'il y a autour, elle te révèle toute la structure de la compréhension de l'univers. Et alors qu'à la base, normalement, c'est censé être le manga qui t'explique la structure de la compréhension de l'univers. Et genre le reste, c'est censé être du plus pour justement les fans, genre qui veulent se poser la question. C'est comme voilà c'est comme les mini-aventures, elles sont pas censées être... les mini-aventures, elles sont à la fois elles sont importantes pour le futur du manga dans un sens, parce elles vont toujours se reconnecter avec l'œuvre principale, avec l'histoire principale. Mais le fait de ne pas avoir suivi une mini-aventure, ça t'empêche pas d'apprécier l'œuvre. Et donc là, on se retrouve dans une ère de One Piece où pour apprécier l'œuvre à sa juste valeur, il faut consommer 100% One Piece, que du One Piece. Et je trouve que c'est justement le genre de choses, tu vois, qui va tuer l'œuvre. Tu vois, parce que tu vas plus être en mode chill. Genre, je me rappelle que moi, à l'époque, tu me reprends au début à Alabasta, je me rappelle qu'à l'époque, tout ce que tu avais à faire, c'était suivre l'arc Alabasta, et tu avais toutes les informations, toutes les révélations, tous les teasings qui te fallait. Et t'avais pas besoin de lire le SSBS et le journal de bord et comment ils appellent ça là, j'ai oublié comment ils appellent ça là, les vivres-cartes qui te mettent des informations contradictoires avec le manga. Genre Vivi elle fait partie de l'équipage alors que moi justement je te prends l'arc Alabasta et je peux te mettre en boucle la scène où elle refuse de rentrer dans l'équipage. Hein. Alors je sais pas comment est-ce qu'il réfléchit Luffy dans sa tête, tu vois, mais un mec qui te dit non je veux pas être dans ton équipage mon frère, je préfère rester dans mon royaume et le gérer tranquille. Continue ton aventure, on se reverra plus tard, vous étiez sympa. Et le fait dit non mais c'est un membre de l'équipage, hein, c'est un membre de l'équipage. Tu vois, genre c'est juste pour faire plaisir aux fans, tu vois, parce que tout le monde voulait que Vivi rejoigne l'équipage. Alors il te dit non mais en fait Vivi elle est dans l'équipage, ouais. Tu vois, c'est ridicule. Mais bref. Genre moi ce qui me marque en fait dans ce retour des vidéos. Bon, on continue à descendre au niveau des abonnés, hein, c'est dommage. Hein. J'essaie de revenir dans le YouTube Game en proposant une nouvelle aventure à mes abonnés.
Et ils se désabonnent et franchement, genre, il n'y a même pas de commentaires qui m'expliquent pourquoi, mais enfin, je pense que la raison, c'est tout simplement parce que je parle plus de One Piece, hein. Moi aussi, il faut que j'arrête de faire l'étonner, tu vois. Genre, ma chaîne, elle était concentrée 100% sur One Piece, c'était toute la semaine du One Piece, de l'analyse One Piece, de l'anime, du scan, des jeux vidéo, des journaux de bord pour voir vos hypothèses à vous, des fanfictions, tu sais, j'avais réussi à trouver un planning One Piece, 100% One Piece. Genre, si je me rappelle bien, genre, c'était comment déjà? Alors, lundi. Non, parce que moi, j'essaie toujours de faire le jour. Alors, si je me souviens bien, dimanche, comparaison anime manga. Jeudi, review. Mercredi, let's play. Non, attends. Dimanche, journal de bord du capitaine. Lundi, c'était. Ouais, dimanche, journal de bord du capitaine. Lire les commentaires. Lundi, comparaison anime manga. Jeudi, review. Ensuite, j'avais les let's play sur les jeux One Piece. Ensuite, j'avais les hypothèses. Ça fait 5. Ensuite, j'avais la fanfiction orale. Ça fait 6. Et j'avais trouvé un septième truc à faire dans One Piece, tu vois, qui était pas fait. Putain, ça casse les couilles. Après, genre, je vous mens pas que moi, si je me passe dans mes souvenirs, genre, j'avais kiffé faire la chaîne Riger 100% One Piece. C'était gratifiant, c'était encore jamais fait, putain. J'avais beau être un peu en mode galérien, mes abonnés ils suivaient, il y avait de l'ambiance sur ma chaîne, on parlait de la passion, du manga, Moi, dans mon entourage, j'ai eu des potes fans de manga, tu vois, mais on n'était pas fans des mêmes mangas, tu vois. Genre, moi, j'étais à 100% dans One Piece, pendant que eux, ils étaient dans d'autres œuvres que je trouvais moins intéressantes. Et donc du coup, j'avais jamais pu partager ma passion de One Piece. C'est un manga que je regardais depuis que j'étais gamin, tu vois, qui m'avait suivi partout, que j'avais vu toutes les versions différentes de l'anime, que je l'avais confondu avec Naruto, je me rappelle trop. Genre Naruto, j'ai commencé à 12 ans parce que j'étais dans un magasin j'étais genre à Intermarché avec mon père à Paris. Et genre, je cherchais le manga One Piece, mais je connaissais pas le titre du manga. Tu sais, j'étais un gamin, tu vois. Genre, ça passait à la télé, il y avait la chanson et tout, mais c'était écrit en gros, mais tu sais, genre, j'avais pas tilté que ça s'appelait One Piece. Et je cherchais à reconnaître de vue, tu vois, et je suis tombé sur le manga Naruto, et j'ai cru que c'était ça, j'ai lu le tome 1, et j'ai kiffé le tome 1, et du coup, je suis passé à Naruto de mes 12 à mes 14 ans, j'ai regardé du Naruto, du Naruto, du Naruto, et, euh, et ça aussi, c'était kiffant. Après, il y a aussi Aichi 21 que j'ai bien kiffé, Kuroko no Basket, là, comme ça, de souvenirs récents, mais j'en ai regardé plein des mangas, tu vois. Manga, c'est ma culture, c'est pas ma culture en soi, c'est mon enfance en fait. J'ai même pas envie de dire c'est ma culture, parce que quand tu dis c'est ma culture sur internet, tu vois, t'as ce concours de fans, tu vois, genre celui qui connaît le plus de trucs, le plus de détails, le plus de fans, de facts, tu vois, le plus d'infos, le plus de trivial, là, je sais plus comment on appelle ça, genre c'est les anecdotes autour de l'info, tu sais que t'en as rien à foutre en vrai, tu vois, c'est marrant à savoir, tu vois, mais en réalité après tu l'oublies, tu vois. Genre c'est pareil, moi aussi j'ai déjà tapé les pages Wikipédia de One Piece, à te lire toute une page de Wikipédia de One Piece pour bien comprendre un fruit du démon ou me rappeler bien d'un personnage. Et le lendemain j'ai tout oublié, tu vois. Genre je sais pas comment... En fait, genre ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est comment se structure ta mémoire, tu vois. Tu vas te souvenir des choses qui sont importantes pour toi, tu vois. On va plus avoir tendance à se souvenir des choses qu'on va juger importantes. Alors tu vois, genre moi en fait maintenant, tu vois, genre je trouve ça triste un peu maintenant, tu vois, finalement. Genre mais même de manière générale, et je peux enlever ça à One Piece, tu vois, c'est pareil pour Game of Thrones, tu vois. Genre ça me rappelle une œuvre que j'avais connue, genre qui était au taquet sur Hunger Games et compagnie, genre. Moi aussi j'aime Hunger Games, moi aussi j'aime Game of Thrones. Et moi aussi, j'ai bouffé hein, Game of Thrones. Hein. J'ai regardé je sais pas combien de fois la série, j'ai lu les livres. J'ai pas lu tous les livres. J'ai lu les livres jusqu'au Festin des Corbeaux. Je crois que c'est pas loin, tu vois. Genre, il y en a quand même pas mal qui sont sortis, tu vois. Mais moi, en fait, j'ai lu que les aventures d'Arya, les aventures de Jon Snow. Et les aventures, en fait, des personnages qui m'intéressaient, tu vois. Les personnages que je trouvais chiants, je les ai pas regardés, tu vois.
Et genre, j'ai regardé, mais genre, je connais pas par cœur, tu vois. Je connais pas par cœur, tu vois. Même si, pourtant, j'ai regardé, et que si là, demain, je regarde un épisode de Game of Thrones, il y a de fortes chances que mes souvenirs me disent non, mais lui, tu l'as déjà vu, c'est pas intéressant, tu vois. Pareil, Hunger Games, j'ai regardé je sais pas combien de fois les films, j'ai lu les livres aussi une seule fois. Et c'est pareil, je connais pas tout l'univers en détail, tu vois. Pourtant, je connais. Pourtant, j'ai regardé des trucs intéressants, c'est qui sont. Et des trucs, tu vois, c'est con, hein. Et ça, je rajoute encore des trucs qui sont pas dit dans le livre. Dans Hunger Games, tous les districts, ils ont tous une spécialité, tu vois. Mais dans les livres, ça je m'en rappelle, c'est pas dit dans les livres que chaque district a cette spécialité, tu vois. C'est dit vite fait quand on parle du district, tu vois, mais genre si je te prends un district qui n'a pas été parlé, je sais pas moi, t'as le district des Renois, tu vois, mais ça c'est. Je sais pas. Je sais pas, genre. Même s'il y a des trucs un peu illogiques dans Hunger Games, tu vois. Vite fait. Mais je trouve ça maintenant, tu vois, je trouverais ça triste, tu vois, quelqu'un qui, même étant fan de littérature et de culture et d'art, et même là on a regardé une vidéo récemment sur Hercule, moi avant, tu sais, ce qui me faisait kiffer, moi avant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup aimé, sur lequel j'ai beaucoup aimé me renseigner, tu vois, c'était la mythologie grecque. Et la mythologie grecque, ça va, c'est pas que j'étais calé, tu vois, j'avais un niveau Wikipédia, tu vois, genre ce que je savais c'était Wikipédia, c'était pas des spécialités, c'était pas des livres, je t'ai pas lu toute l'histoire d'Hercule mot par mot, page par page, tu vois, j'ai regardé des résumés Wikipédia et tout, et même là récemment, je me verrais mal lire parce que ça c'est un truc, tu vois, ça, et tu vois, ça c'est la preuve, tu vois, que c'est un monde à part entière, la littérature, les œuvres, l'art, de manière générale. C'est un monde à part entière, tu vois. Dans le sens où la plupart des gens qui vont être à fond dans ça, ils vont pas avoir la conscience de l'autre. Dans le sens où, par exemple, en littérature, les fans d'ancienne littérature n'ont pas conscience que c'est compliqué pour quelqu'un de notre époque d'apprécier l'ancienne littérature parce que les mots employés et la construction des phrases n'est pas similaire à la manière dont nous parlons aujourd'hui. Là, j'ai pas d'exemple à proprement parler sous la main, tu vois. Mais si vous prenez un vieux livre, genre un truc de Camus, de Voltaire ou quoi, vous verrez que leur manière de parler, bah, tu sens bien que les mecs, ils n'étaient pas à notre époque, tu vois. Et ben leur manière de parler, elle va empêcher d'apprécier l'œuvre comme elle était, parce que eux, ils s'expriment comme à l'époque, c'était commun de s'expliquer, tu vois, de s'exprimer. Ils s'expriment dans leurs livres à l'écriture d'une manière qui était commune à l'époque pour eux, tu vois, et même dans leur cercle de personnes qui appréciaient la littérature, tu vois. Genre, c'était normal pour eux, genre, de faire des constructions de phrases un peu compliquées et bizarres, tu vois, à la Yoda, limite. Et ils se comprenaient entre eux, tu vois, donc il n'y avait pas de problème. Et tu vois, ça, c'est un truc que bah, les gens, ils en prennent pas conscience. Que, ouais, bah, t'as beau parler français, bah ouais, des fois, tu peux piter un mot que tu connais pas, bah tu le connais pas, mon pote. Et bah, du coup, ça t'empêche d'apprécier, de comprendre tout le sens de la phrase, tu vois. Ça, justement, c'est quelqu'un qui m'avait fait la remarque dans l'œuvre que j'ai écrite, parce que le premier chapitre que j'ai écrit, c'était un chapitre test et je voulais avoir un maximum d'avis. Les immortels, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu déçu que sur 4700 abonnés, il n'y en ait que 20 qui regardaient mon chapitre, tu vois. J'ai pas eu de commentaires, j'ai pas eu de critiques, j'ai pas eu de like, j'ai pas eu de dislike, j'ai eu aucun avis pour finir. Même si j'ai compris, et ça, ça me fait un peu chier, tu vois. Je vais mettre des descriptions de personnages. Ça me fait un peu chier parce que je voulais pas en mettre des descriptions de personnages pour que chacun puisse imaginer mon histoire un peu comme il le veut, tu vois. Et malheureusement, je me suis rendu compte que ça empêcherait justement moi de pouvoir présenter mes personnages comme ils sont parce que mes personnages ils sont physiques, ils sont visuels, tu vois. Moi je les vois, mes personnages, je sais à quoi ils ressemblent, mes personnages. Ils ont une silhouette dans mon esprit, mes personnages. Ils ont une taille, ils ont une carrure comparée aux autres et tout.
Et c'est un univers dans ma tête, hein. Oh, Gaïa, les gars, c'est un univers qui dort en moi depuis très longtemps, hein. Et donc, du coup, je vais mettre des descriptions de personnages, tu vois, en espérant que les gens comprennent que c'est un manga écrit, tu vois. Parce que mes personnages, ils auront des cheveux rouges, des cheveux bleus, des cheveux verts, tu vois. Pas trop d'explications sur leur couleur un peu bizarre. Ça se passe sur une autre planète, c'est d'autres règles, tu vois. Et bref, tu vois, genre tout ça pour dire que les mecs l'art, tu vois, c'est un univers à part entière, tu vois, à un tel point que, tu vois, c'est comme, je sais pas, la dernière fois on parlait de comment ça s'appelle, d'œuvres d'art, tu vois, genre, moi par exemple, un art que j'ai du mal à apprécier, tout simplement, c'est la peinture. Tout simplement. J'ai du mal à l'apprécier. Quand j'étais gamin avec l'école, on est parti à pas mal de musées, j'ai regardé pas mal de tableaux. Et en fait, je vais être honnête avec vous, je comprends, sincèrement, je suis un artiste. Donc je vois ce qu'on sous-entend par... en fait, moi je pense aussi que dans l'art, il y a plusieurs courants à l'art, tu vois. Il y a ceux qui vont penser l'art de cette manière et ceux qui vont penser l'art d'une autre manière, tu vois. Et justement, tu vois, genre, c'est ce que me disait moi, la fille que j'ai rencontrée, là, Camille. Elle me disait que par exemple, le but de l'art, c'était de. Ah, c'était quoi exactement ces mots, putain? Elle disait que c'était de faire réagir en gros, tu vois, que c'était ça le but de l'art, tu vois. Bah pour moi le but de l'art non, c'est pas de faire réagir, ça c'est plus le but de la politique, tu vois le délire, faire réagir, c'est quand par exemple t'es un rebelle et que il y a des lois dans ton pays qui sont pas bien, là tu dois faire réagir les gens à ces lois pour les changer, tu vois, ça oui, tu vois. Ça oui, c'est utile de faire réagir les gens. Juste me faire réagir sur mais c'est quoi le bleu? Tu vois, pour moi, ça, c'est pas de l'art, tu vois. Je suis désolé. Par contre, il y a un artiste que, oui, j'avais respecté ça. C'est un mec qui a inventé un bleu. Parce qu'apparemment, on peut inventer des couleurs, tu vois. Mais ouais, comme quoi, tu vois, le monde, il est pas fini, tu vois. Il y a une infinité de couleurs et il y a des couleurs qu'on peut pas percevoir. Et des couleurs qu'on peut même pas concevoir. Et d'ailleurs, ça, c'est Dirty Biology. Si vous faites sa vidéo sur les couleurs, sur le rose, une couleur inventée, je crois que c'est ça le titre de la vidéo. À la fin, il te fait faire des exercices. Moi, je les ai pas fait parce que j'avais pas envie de loucher. Mais à la fin, il te fait faire des exercices justement pour que tu puisses voir des couleurs qui n'existent pas. Des couleurs genre, par exemple, un mélange, il avait dit quoi? Parce que genre le rose, comme on le voit, pas le rose peinture, parce que le rose peinture, c'est facile, c'est du rouge et du blanc. Mais le rose, comme on le voit, c'est genre on a des pigments dans les yeux, et c'est notre pigment rouge et notre pigment violet qui sont pas censés réagir en même temps parce qu'ils sont pas sur le même canot, tu vois. Genre, en fait, je crois que ça fait rouge, vert, bleu, tu vois. Je crois que c'est ça le délire. Rouge, vert, bleu. Et notre pigment, par exemple, on voit bleu quand le pigment bleu est éclairé, quand le pigment bleu est stimulé, quand le pigment vert est stimulé, on voit vert, quand le pigment rouge est stimulé, on voit rouge, quand le pigment rouge et vert sont stimulés, je crois que ça fait jaune, je sais plus, je crois que ça fait orange. Quand le pigment vert et bleu sont stimulés, je crois que ça fait jaune, je sais plus du tout, hein. On a trois pigments dans les yeux, les daltoniens justement, et moi je suis daltonien, leur problème c'est qu'un des pigments est défectueux. Et ils sont trop proches, ou tu vois, chaque daltonien, au final, il a son daltonisme, tu vois. Ouais, il y a cette histoire de tableau, il y a un mec qui a inventé un bleu, alors il a pris du bleu et il a mélangé avec d'autres couleurs, tu vois, c'est pas dur, hein, au final, hein, n'importe qui peut faire ça, hein. N'importe qui se casse le cul, il peut genre prendre des pots de peinture, mélanger des couleurs et essayer d'inventer une couleur, hein. Tu prends toutes les couleurs qui existent, en mélanges 4 5, ça te fait une nouvelle couleur plus foncée. Tu vois, tu rajoutes du blanc pour que ça fasse plus clair, tu rajoutes du gris pour que ça fasse une teinte, et hop, t'as une couleur à la con, hein, tu vois. Mais ce qui était marrant dans cette histoire de tableau, c'est que pour utiliser son bleu, le mec fallait le payer. Bon, c'est logique, il invente un bleu, il fait un pot de pain. Mais genre, t'as pas le droit de commercialiser un t-shirt de son bleu, par exemple, si t'as pas son autorisation. Vous vous rendez compte, il y a même des droits d'auteur sur des couleurs. Ah, le monde il est fou, les gars. Et genre, ouais, genre cette histoire-là encore, elle m'avait. Genre, là, je m'étais dit, lui, il avait fait. Tu vois, je me dis, ça c'est de l'art dans le sens où, ouais, lui, il a cherché
plus loin que l'art. Il allait au-delà de peindre un tableau, il a inventé une couleur qui n'existait pas encore. Tu vois, là, je me dis, ça, c'est de l'art, tu vois. Parce qu'après, oui, hein, on a tous regardé Daredevil, hein, donc on peut tous devenir des grands critiques d'art en regardant un putain de mur blanc en disant « Oh, mais c'est nul, t'as capté, dans ces conditions, les maçons, c'est des putains de génies de l'art, hein !» Ils te font des couleurs unies, frère. Le tableau, tu vis dedans, et c'est mieux que de le regarder, tu vis dedans, tu vois. Donc les maçons, ils ont mieux compris l'art. Non, en fait, pour moi, l'art, il doit chercher à embellir la vie, tu vois. Ça, c'est de l'art. Rendre la vie plus belle qu'elle ne l'est déjà. Et c'est ce qui se passe au cinéma en ce moment, hein. Moi, quand je regarde un peu maintenant, parce que c'est parti loin, avec caméra 4K, HD, images de synthèse, et je sais pas quoi, frère. Tu vas au cinéma, t'es là, tu regardes, tu dis, waouh, c'est tellement réaliste. Ouais, les gars, spoiler, c'est pas réaliste. Tu crois que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste. Je te jure. Je sais même pas comment t'expliquer. C'est des images de synthèse, putain. Ça reste du dessin là quand t'es mort. C'est bien fait, c'est pas pareil. C'est convaincant. C'est comme moi je dis dans mes vidéos. C'est convaincant, mais c'est pas réaliste. On peut pas faire une œuvre réaliste à part si on fait un putain de jeu de rôle dehors, putain. Là, c'est réaliste, hein. Là, t'as des vrais graphismes proches de la réalité. Et tu verras, c'est pas aussi beau que du 4K des fois, hein. C'est comme je disais, genre, avec une infirmière, genre, on parlait de Super Mario, tu vois. Et parler des couleurs et tout, et je lui disais, ouais, bah justement, hein, tu vas au cinéma, tu regardes un film, il est tout beau, tout coloré, tout vivant, tout musical, et dès que tu sors de la salle de cinéma, tu te retrouves à Marseille, les murs sont gris, il y a du monde partout, il y a que du bruit, pas de musique ambiancée. Tu vois, les mecs, le problème, c'est ça, et ça, c'est ce que disait une voix dans ma tête, et c'est les gens kamikaze, tu vois, qui a la voix musulmane dans la tête. Qui justement, il est fan de manga aussi, tu vois, Kamikaze, c'est un artiste. Mais justement, il dit que c'est interdit de faire de recopier les vivants, justement, parce que ça akumatise la perception de la vie, hein. Après, les enfants, ils grandissent en pensant qu'il y a une étoile magique qui va leur permettre de battre le méchant à la fin, tu vois. Et résultat, dans la vraie vie réelle, Poutine, il est tranquille chez lui pendant que l'Occident veut le mettre en prison, alors que Nick t'es mort. De toute façon, Poutine, il n'a pas peur de l'Occident, hein, putain. Je sais pas si vous avez capté, moi j'ai suivi l'affaire un peu, tu vois. Je guette un peu des yeux, là, j'arrête un peu de regarder, tu vois. Genre, vous m'avez pas vu dans tous mes états quand je t'analyse le game et que je te dis ci, je te dis ça, et que j'arrive à voir. Moi, genre, au début de ce conflit en Ukraine, j'avais un temps d'avance sur tout ce qui se passait, tu vois. Pourtant, j'ai pas fait d'études ou quoi, tu vois. C'est travailler avec les voix dans ma tête, c'est ça, tu vois. Avec les voix dans ma tête, ça me permet de... J'ai un médecin, il s'en est rendu compte. Il m'a vu en train de faire mon spectacle, comme j'appelle ça, tu vois. Mon Sigma Signal, tu vois. Je lui ai fait un Sigma Signal, je lui ai parlé de science. Justement, je lui ai parlé de la mémoire, du fonctionnement de la mémoire. Et elle a été scotchée, elle m'a dit, mais putain, mais comment vous savez ça? Vous avez fait des études ou quoi? Je fais, non, j'écoute les voix dans ma tête. Ah les gars, genre vous savez pas, mais moi j'ai vu l'autre monde. Il y a une vie après la mort, hein. On a des armes. Moi, de toute façon, j'ai envie de vous dire, je ne mens pas, que moi, dès l'instant où je vais parler avec quelqu'un, où il va vouloir me parler de ce qui se passe dans ma tête, je vais lui poser une question, je lui dire, est-ce que tu crois aux armes? Tu vois, c'est la question que je me pose, tu vois, parce que j'ai beaucoup réfléchi, les voix dans ma tête, elles voulaient justement que j'ai un arc comme ça, où j'explique justement tout ce qui m'est arrivé, tu vois. D'abord, il y a la folie, il y a la psychose, il y a les trucs bizarres, il y a la mafia, il y a les secrets de service. Il y a la police qui veut pas te rendre ton sabre et ton ordinateur parce qu'elle croit que t'es un grand terroriste. Ça, c'était au Luxembourg, ça. Elle voulait pas me rendre mon ordinateur. Au Luxembourg, mon ordinateur, il est resté 4 mois 4 mois chez les policiers à être fouillé de fond en comble. Parce que la réalité, les gars, je sais pas, vous avez regardé la Coupe du Monde? Il y a qui a été fan de la Coupe du Monde? Il s'est passé un truc à la Coupe du Monde, tu vois. Et ça, c'est ça qui me rend fou, les gars. Je pourrais pas... En fait, regardez, je vais vous expliquer. Là, je suis en train de péter un câble, mais c'est ça que je voulais faire sur ma chaîne, tu vois. Moi, je veux que vous me suiviez dans cette aventure-là. Pas dans un faux monde tout gentil où je fais semblant d'être comme vous parce que j'ai peur que les gens pensent que je suis fou. Ouais. Vas-y, moi, je suis fou depuis le bac à sable, là, quand t'es mort. Je menaçais des darons de 40 ans de mort quand ils frappaient leur fille.
Je suis dans des combats de signal et de contre la mafia depuis que j'ai 8 ans et je n'ai même pas conscience. Tellement c'est ni nanana ni nanana. Même pas, j'en ai conscience. À 8 ans, j'ai sauvé une fille de son père qui la battait. Je te jure, je l'ai oublié l'histoire. 20 ans plus tard, je m'en suis souvenu parce que j'ai fait un gros constat sur ma vie. Mais j'avais oublié cette histoire. Mathilde, elle s'appelait la fille. Elle voulait devenir journaliste. Ah, l'histoire de Mathilde, les gars. Putain, une fille qui se faisait battre par son père. Elle avait des traces de ceinture sur le dos, mon pote. On avait 8 ans en CE2. On nous parlait de Napoléon et de la France. Pendant que nous, on faisait les tests surdoués, moi et Mathilde, et elle se faisait taper par son père si elle n'avait pas 20 sur 20. Par son père, je lui ai fait un plan à la Scooby-Doo, genre. J'ai réuni tous les enfants de la cour d'école. C'est de la classe, tu vois, après avoir montré à Mathilde, j'étais là. Moi, j'étais gamin, tu vois. Mathilde, elle se fait battre par son papa. Je pensais que les adultes, ils allaient faire quelque chose, tu vois. Mais non, ils faisaient rien, et je sais même pas pourquoi. Tu sais, j'étais gamin, tu vois, j'avais pas la conscience du monde des adultes. Bref. Et genre, une fois que, tu sais, elle m'avait parlé, parce que le plus dur quand un enfant se fait battre, c'est de réussir à le faire parler, tu vois. Mais moi, je suis dans des missions, en fait, c'est ma spécialité, c'était ça. Quand j'étais gamin, j'ai aidé les autres gamins. J'ai eu Mathilde, Mohamed, dans un sens, Zainab, et j'ai oublié comment il s'appelait, Dimitri, on va l'appeler. Un petit gamin, pareil, sa mère, elle était, toxico, son père, il était alcoolique, son père, il le frappait. Et j'avais été engagé par le directeur de la colonie de vacances et par l'animateur qui me suivait. Parce que l'animateur est là devant Dieu. Je vous jure les gens, hein. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans les signals. 8 ans, on faisait une chasse au trésor dans tout un village, tu vois. Et là, cette chasse au trésor, elle nous a amenés dans un cimetière. On devait trouver la prochaine énigme dans le cimetière. Alors, nous, ça faisait pas peur, hein. C'est un cimetière en plein jour, tu vois, on n'a pas peur, tu vois. Et sauf que moi, j'étais là en mode, ah putain, faut pas déranger les morts. Alors, elles m'ont dit, l'animatrice et l'animatrice surveillait, l'animatrice, elle nous a briefé, elle me dit, ouais, voilà, vous êtes arrivé au cimetière, maintenant, il va falloir que vous cherchiez dans tous les cimetières le prochain parchemin. Moi, j'avais pas envie de déranger les morts, de commencer à fouiller, patati patata, je me suis avancé. J'ai parlé aux morts. J'ai fait, excusez-moi de vous déranger, on est en train de faire une chasse au trésor. Et on doit trouver une énigme, mais j'ai pas envie de vous déranger. Est-ce que vous pouvez juste me dire où est-ce qu'elle est? Et je vous jure devant Dieu, je m'en rappelle maintenant, tu vois, bien comme il faut. J'ai comme une illumination. Comme une illumination. Et je savais où était cette feuille. Et je l'ai ramassée tout de suite derrière. Devant tout le monde. À un tel point que l'animateur, il a été choqué. Il m'a pris à part, il m'a dit, toi t'arrêtes de faire les énigmes maintenant. Et il m'a fait visiter chaque tombe, il m'a demandé non pas c'était quoi leur histoire, comme un putain de mec, parce que ça marche pas comme ça la vérité. C'est dur à expliquer, tu vois comment ça marche, hein. C'est impossible d'expliquer même. C'est beaucoup de ressenti, c'est beaucoup sur de l'émotionnel, tu vois, tu ressens une émotion en fait. Et en fait, il voulait savoir comment se sentaient les morts. Et après ça, il m'a pris à part, il m'a parlé justement du jeune qui se faisait... et là, j'ai été engagé pour trouver une solution. Et la solution, elle était simple. On appelle, on dit c'est le père qui bat, on fait embarquer le père par la police, on le place avec la mère et ensuite on envoie les aides sociales chez la mère pour que justement ils se rendent compte que la mère, elle fait mal son taf, elle se drogue, elle prend pas soin de son enfant pour que l'enfant soit placé en famille d'accueil. Parce que c'est pas si simple que ça dans le vin de placer un enfant qui a des problèmes de famille, tu vois. C'est pas si simple que ça. Surtout que c'est la normalité de l'enfant, tu vois. C'est comme moi, j'ai grandi sans père. Alors on pourra me demander qu'est-ce que ça fait de grandir sans père, tu vois, comme ça. Ben j'en sais rien, frère. Ça fait que je grandis quand même, tu vois. C'est ma réalité. J'aurais jamais ressenti un manque à cause de mon père pendant ces 10 ans d'absence, parce que ma réalité, c'était j'avais pas de père, tu vois. Et c'est tout. C'est tout. Et j'étais pas jaloux des autres parents qui avaient des papas à la maison, hein. Je m'en battais les couilles, hein. Alors tous ceux qui font les chialeurs, là, dire à la DAS, j'ai grandi à la DAS, j'ai pas de parents. C'est pareil, hein, moi j'avais pas de père, hein. Mon père il est revenu, il m'a cassé les dents, hein. J'ai envie de te dire, j'aurais préféré, je vous jure devant Dieu, hein. Je m'entends bien avec mon père maintenant, parce qu'il s'est passé des choses après, hein. Il m'a cassé les dents il y a 10 ans. Bah, pendant 10 ans, je vais laver le cerveau, hein. Parce que mon père c'est un peu un gamin en vrai, hein.
Comme là, il a 300 000 euros sur son compte, il est même pas capable d'aider mon petit frère à démarrer sa vie, ça sert à que dalle. Et après, moi et mon frère, ça ne nous dérange pas cette absence d'aide de notre père. C'est juste qu'on veut pas l'entendre dire il nous aide. Et il nous dit, tu vois ce que je veux dire? Ça ne nous dérange pas, ça nous a jamais dérangé son absence. C'est quand il est revenu, il aurait pu faire la différence. Il aurait pu changer le coach et on aurait pu avoir une très belle vie, les Anoto et les SPAC de Nice. On aurait pu, hein. Il aurait pu, hein. Mais il a foiré parce qu'il n'a pas d'esprit d'équipe. Et ça, c'est ce que les voix dans ma tête, elles m'ont dit. Et franchement, j'y ai réfléchi, hein. Les voix dans ma tête, elles ont raison, les gars. Hein. Ah, je vous le dis, on est en enfer, les gars. Ah, je vous le dis, hein. L'existence dans laquelle tu vis, mon frère, c'est un enfer soft. C'est un gentil enfer. Il est là pour nous apprendre à travailler en équipe. Sur cette planète Terre, tu ne peux rien accomplir si tu ne travailles pas en équipe. Et on a tous du mal à travailler en équipe. Alors du coup, pour en revenir à Mathilde, ouais, c'est le plan que j'ai fait. En fait, j'ai réuni tous les enfants de la cour d'école. J'ai dit à la plus intelligente de la classe, trouve-moi le fils d'un journaliste et trouve-moi le fils d'un policier. Tu leur dis d'attendre devant l'école, à la sortie de l'école, tu leur dis d'attendre devant l'école et de pas bouger tant qu'on n'a pas sauvé Mathilde. Alors, elle fait sa mission, elle revient me briefer, c'est bon, je les ai trouvés, ils ont été briefés. Tu dis, genre, j'ai chauffé tous les écoles, tous les enfants avec qui je parlais, je les ai chauffés pour sauver Mathilde. Le plan arrive, moi je prends Mathilde par la main, et j'attends avec elle à la sortie de l'école. Il y a ma mère qui m'appelle, je dis vas-y, va te faire enculer, tu sers à que dalle. Et il y a le père de Mathilde qui se ramène. Et moi j'avais un compas dans mon dos. Et je lui dis non, tu touches pas à ta fille. Elle part pas avec toi, ta fille elle vient dormir chez moi, toi tu te casses. Et le père il s'est baissé vers moi. Attendez, je vais mettre la caméra et je vais vous montrer ce qu'il a fait. Il a fait ça. Genre il était là, la caméra c'est moi, il a fait comme ça. C'est que je peux te tuer petit. Et genre moi je lui ai répondu quoi? Moi je lui ai répondu, moi aussi je peux. Moi je lui ai répondu comme ça, hein. À 8 ans, hein. Moi aussi je peux te tuer, j'ai un compas dans mon dos. En frappant sous ta langue, t'es mort. Et le mec, il a badé. Il est passé où le grand-papa méchant qui battait sa fille là contre t'es mort? Et le mec, je te jure devant Dieu, il a pété un câble. Comme moi, je pète un câble quand je parle de la Scandinavie dans mon signal, tu vois. Et genre, il était là en mode, mais il est fou ce petit, il m'a menacé de mort, attention, il a un compas dans son dos, il veut pas que je récupère ma fille. Et genre, pendant qu'il était en train de faire son spectacle, je me suis retourné, j'ai chopé un petit gamin là de CP, je lui ai donné le compas et je lui ai dit, fais disparaître le compas. Et genre, il a pris le compas, il l'a donné à quelqu'un d'autre, il l'a donné à quelqu'un d'autre et le compas, il a disparu dans la nature. Et genre, après ça, le policier, le père journaliste et le père policier des deux petits, ils ont commencé à s'intéresser à l'histoire. Parce que c'était ça mon plan. C'était révéler qu'il battait sa fille devant un journaliste et devant un policier. Et j'ai fait tout mon spectacle et tout ça. Et après ma mère, et c'est ça j'ai dégoûté parce que tu vois, c'est ce qui se passe quand ton enfant c'est un guerrier du signal depuis qu'il est gamin, tu vois. C'est qu'il a pas... En fait, comment dire? Quand je suis dans un état de vas-y, j'ai pas peur là, je suis prêt à me battre, j'ai peur de la mort. Pour preuve, l'une des choses qui m'effraie le plus dans ce monde, c'est les armes à feu. Tu vois, en France, on a un peu ce côté, ouais, t'as vu, je suis un thug, j'ai une arme à feu. Tu vois. Déjà, tous ces Français-là, je leur invite à pas aller aux États-Unis, alors, hein. Parce qu'aux États-Unis, ton professeur de philo, il peut avoir un gun dans son sac, hein. Et donc du coup, ouais, ma mère, elle a fini par venir me chercher de force. Et du coup, j'ai dû laisser Mathilde au policier, au journaliste.
Et le lendemain, j'avais appris ma victoire. Mathilde, elle avait été retirée de sa famille, elle avait été placée en famille d'accueil, elle avait changé d'école. Il y avait une autre histoire, celui-là, je n'en parle pas beaucoup parce que c'est l'ombre de Mathilde, tu vois, c'est Mehdi, tu vois. Lui, pendant cette opération, quand moi je commençais à m'intéresser à l'histoire de Mathilde, tu vois, et que je voulais changer les choses pour elle, le père de Mehdi, qui était ami avec le père de Mathilde, avait donné pour ordre à Mehdi de me tabasser. Et genre Mehdi, genre quand t'as 8 ans, t'es content, tu fais 1 mètre, tu fais 1 mètre. Mehdi, à 8 ans, il faisait 2 mètres, il était 2 fois plus large que moi. Genre, c'était un géant, hein. C'était un géant, c'était un titan, hein. Mais il était tout gentil en vérité. Donc, tu vois, son père, il a voulu faire de lui une machine à tuer, tu vois. Mais il lui a pas fait l'entraînement, tu vois. Mehdi, ça restait un enfant comme moi de 8 ans, tu vois. Dans sa tête, il pensait à Naruto, à Pokémon, à Dragon Ball, tu vois. Il pensait pas à tabasser les gens à mort pour être en suprématie à Saint-Philippe, tu vois. Et résultat, après cette histoire-là, Mathilde, je l'ai sauvée, tu vois. Après, on a mis en place le système de délégués de classe, parce qu'on n'avait pas de délégués de classe à Saint-Philippe jusqu'à cette histoire, tu vois. On les a mis en place. Comme j'avais sauvé Mathilde, j'avais été élu délégué, parce que tout le monde était là en mode, ouais, il peut nous sauver. Tu vois, genre, ouais, c'est inspirant, tu vois, un enfant qui, putain, tu te fais battre par ton père, un enfant de 8 ans, de ton âge, il te trouve un plan, il te sauve, t'inquiète, t'as plus de problème, hein. Ton père, il a 40 ans, il fait 4 fois ta taille, il te touche, tu vas sur la lune, t'inquiète pas, t'as un enfant de 8 ans, il arrive, t'inquiète, petit plan là, droite, gauche, en haut, en bas, hop, pas de problème. Et tu vois le délire, en fait, en délégué, je pouvais rien changer, alors du coup, j'ai abandonné mon poste et j'ai laissé la suppléante qui était celle qui m'avait assisté dans Sauver Mathilde, qui est aussi une héroïne pour Mathilde, parce que c'est elle qui a trouvé les enfants qui ont permis de faire en place, de mettre en place ces plans. Mais juste pour en revenir à cette histoire et pour vous dire moi comment je l'ai vécu, cette histoire. Mathilde, je l'ai oubliée le surlendemain. Je savais plus qui c'était. Je faisais confiance à Mehdi, hein. Mehdi, en fait, quand il est venu me tabasser, ouais, excusez-moi. Mehdi, quand il était venu pour genre me remettre en place, tu vois, il m'a dit, ouais, enfin, il était pas confiant, tu vois, ouais, je suis désolé, le père de Mathilde a demandé à mon père de me dire de te tabasser, et si tu continues à aider Mathilde, je vais devoir te frapper. Et genre, moi à l'époque, tu vois, ça c'est mon univers, tu vois, moi j'avais des oncles, tu vois, flashback. Moi j'avais des oncles. Mes oncles, ils faisaient quoi? Ils faisaient du rap. Mais ils faisaient du rap comment? Parce que mes oncles, je les aime, je les respecte, mais ils ont mal fait les choses. Il n'y a que Benny Blanco, tu vois, parce que quand je réécoute ses textes, il n'est pas comme les deux autres. Ils faisaient du gangsta rap à l'américaine. Et donc moi, à 8 ans, j'étais convaincu que mes oncles, c'était des putains de gangsters. Alors que c'était pas du tout le cas. Mais à 8 ans, on a Mehdi. Ses parents, c'est des gangsters, mais ils font pas croire mais ils font pas du gangsta rap. Donc Mehdi n'a pas conscience qu'il est dans une famille de méchants. Il aurait pu me tabasser et son père aurait pu mettre KO ma famille. Il ne le savait pas. Et moi, de l'autre côté, même si tout était fondé sur des chimères, j'étais convaincu à 100% que mes oncles ils pouvaient tabasser sa famille parce que c'était des vrais gangsters. Alors je te les menaçais comme ça. Je te dis, eh ouais, si tu me touches, je m'en bats les couilles, je te ramène mes oncles, ils vont te tuer toi et ta parents et les parents de Mathilde. Tu vois, j'étais vraiment comme ça. Je suis comme ça depuis que je suis petit. C'est pas nouveau hein, que je pète des câbles et que genre je cherche à... Et moi je pète des câbles pour le bien, tu vois. C'est mon thème, hein. Moi je veux améliorer la vie de tout le monde, je veux de la paix pour tout le monde, j'ai un monde en paix, je veux que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse se comprendre, que tout le monde trouve sa place. Moi je vise l'utopie, tu vois. Dans ma manière de vivre, tu vois. Mais ça, c'est un truc impossible, tu vois. Ça, c'est quand t'es idéaliste, tu vois. Une fois que tu deviens réaliste, tu vois, tu te rends compte que tu peux pas trop influencer les choses. Même si moi, maintenant, voilà, genre, les gars, j'essaie de source sûre que je suis sous écoute, tu vois. J'ai fait des tests déjà de 1 et même j'ai parlé avec un mec des Secret Service et un mec de la triade et un mafieux. Et un Polonais qui faisait une enquête sur moi. Ouais. Et après, genre, quand je suis dans tous mes états et que j'ai un objectif, tu vois, et que je cherche à faire le bien, tu vois.
Là, tu vois, c'est là par exemple, si je m'étais lancé dans une quête, tu vois, de pacifier le monde. Parce que c'est ce que, en fait, genre, les voix dans ma tête, genre, pour vous expliquer, genre, pour vous résumer grosso modo, pour vous dire à la fin, les voix dans ma tête, elles me demandent de gérer la vie sur Terre. Tu vois, elles me demandent de gérer la vie sur Terre dans le mystique. Elles me demandent d'être le porte-parole du mystique de la Terre. J'enquête sur les voix dans ma tête et je me rends de plus en plus compte que beaucoup de voix dans ma tête, elles sont liées à des comment ça s'appelle? À des figures religieuses bah, justement de la religion. Bah, par exemple, j'ai une voix dans ma tête depuis le début. Elle m'a donné des informations sur elle. Très récemment, je me suis renseigné sur les informations qu'on avait sur Iblis, sur Satan. Et cette voix dans ma tête, il y a pas et toutes les informations que j'ai vues sur Satan pour le moment, cette voix dans ma tête, elle me les avait dit sur elle. Et justement, il y avait un délire aussi il y a 7 mois en arrière. Les voix dans ma tête, elles voulaient justement que je lise un maximum de livres d'histoire, de livres de religion, d'un maxi que j'accumule du savoir justement bah, pour mieux me stimuler mon savoir, pour mieux me parler et pour mieux me dire qui elles sont, tu vois. Il y a aussi une autre histoire, tu vois, que les gars, genre, les voix dans ma tête, elles ont un truc. Ma première psychiatre d'il y a un an, docteur Monteil. Elle m'a demandé plus de précision sur deux voix dans ma tête, qui dans l'histoire qui m'a été expliquée par les voix étaient importantes pour la Terre, à savoir Red et Blue, l'extraterrestre rouge et l'extraterrestre bleu, qui viennent des planètes Red et Blue, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Je vais t'expliquer ça, hein. Quand on va commencer à découvrir d'autres planètes, tu vas avoir quelques trous du cul d'humains qui vont nous perdre et on va rien comprendre à ce qui se passe parce qu'ils vont pas faire les trucs stratégiques, ils vont vouloir mettre de la beauté partout, tu vois. Ils vont vouloir mettre de l'art. Quand tu nommes, là je vous le dis clairement, il faut faire comme font les scientifiques et même mieux que font les scientifiques, faut donner des noms de code compréhensibles à n'importe qui. Si un jour on commence à rentrer, parce qu'il y a un Israélien, il a révélé ça récemment, qu'il y avait que Donald Trump le savait, qu'il y avait une fédération d'extraterrestres qui était rentrée en contact avec la Terre, mais qu'avant de nous parler comme il se faut, ils attendaient qu'on passe à un stade de conscience supérieur. Mais tu vois, ça j'y crois pas parce que l'Israélien l'a dit, parce qu'il y a une vidéo de cultination qui est forcément un mec qui ses sources elles sont pas fiables. Tu vois, j'y crois pas parce que j'ai vu cette vidéo. J'y crois parce que cette vidéo dit mot pour mot ce que les voix dans ma tête m'ont dit. Qu'il y a bel et bien une fédération galactique qui est dirigée par la reine, qui est dirigée par Kingdom. Tu vois, qui est venu sur Terre faire des tests et des trucs, tout ça, faire sa vie et tout, parce que c'est des extraterrestres, on comprend pas leur vision globale de la vie parce qu'ils sont trop avancés pour nous. Et avant de nous faire passer dans la Fédération Galactique, ces extraterrestres-là, ils attendraient genre qu'on dépasse notre stade de conscience actuel et qu'on rentre dans un nouveau stade de conscience. Alors là, tu vois, je vais pas vous mentir, là, et c'est là où il faudrait un philosophe. Qu'est-ce qu'un stade de conscience? Un stade de conscience, c'est une manière de réfléchir en réalité. Et c'est pas par rapport à... Comment dire c'est pas par rapport à ce sur quoi tu réfléchis. C'est pas genre en mode, ouais, tu réfléchis sur la mort, t'as un stade de conscience supérieur. Tu vois, parce que les animaux réfléchissent pas à la mort, c'est ce qu'ils disent les scientifiques, mais les scientifiques, ils sont pas dans la tête des animaux, hein. Crois-moi, un lapin, quand il voit un loup, il réfléchit à la mort. Sinon, il fuirait pas. Genre, c'est plutôt le fonctionnement de ton cerveau, tu vois. Et moi, j'ai fini par l'atteindre, ce que je pense être ce stade de conscience supérieur. Et vous allez rigoler, les gars. Vous voulez que je vous dise, c'est quoi le stade de conscience supérieur que les extraterrestres, s'ils existent, voudraient qu'on atteigne? C'est l'ultra instinct de Sangoku. C'est on arrête de penser, mais on continue d'agir et d'avoir des révélations. Et j'ai déjà eu ça, et je vous jure que c'est très bizarre comme sensation. Tu ne penses à rien, et d'un coup, tu arrives à une conclusion. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, genre, tu me demandais. C'est comme si, genre, t'étais là, tu me disais, ouais, genre, qu'est-ce que tu penses de l'eau? Que moi, je pensais pas. Et que j'arrivais à la conclusion, l'eau, j'adore la boire. Enfin, là, c'est facile. Je sais pas comment vous expliquer.
c'est trop dur. C'est trop dur, mais c'est sans penser, réfléchir. Parce que justement, on ne réfléchit plus avec l'esprit, on réfléchit avec l'âme. Les extraterrestres qui sont beaucoup tournés vers l'âme. On dirait pas comme ça, hein, parce que nous, on se voit nous, et quand on pense à une civilisation futuriste, on se base sur ce vers quoi va l'humanité. Mais en fait, en réalité, on est incapable de concevoir une autre civilisation. Avec d'autres lois, d'autres règles, d'autres principes. On est incapable, et pourtant sur Terre, on en a plein des civilisations différentes et des cultures différentes. Mais depuis qu'on a fait la mondialisation après la Seconde Guerre mondiale, on est incapable de concevoir une autre manière de voir la vie. Et ça, les extraterrestres, ils nous en veulent beaucoup pour ça. Et c'est du manque d'ouverture d'esprit très puissant, hein, très avancé. Hein. C'est littéralement genre, cette espèce n'est pas capable de se dire qu'on peut vivre autrement que de la manière dont elle vit. Tu vois ce que je veux dire? Cette espèce ne se dit pas, on peut vivre différemment. On peut vivre autrement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça c'est kamikaze, tu vois. C'est kamikaze, cette voix bizarre aiguë. Mais bref, ça fait 50 minutes d'enregistrement. Les généraux de bord du capitaine, justement, ils sont là pour parler un peu de tout et de rien, un peu pour se déconnecter de ce monde, justement, fantasmagorique, qui sont les jeux vidéo et qui sont les mangas et que sont la littérature. Ces mondes fictifs, tu vois, qui nous déconnectent de la réalité et qui arrêtent de nous faire... et qui, sans s'en rendre compte, bah, parfois, ils nous déconnectent du vrai, tu vois. Et il y a de plus en plus de films, il y a de plus en plus de séries, c'est beaucoup plus en plus accessible. C'est à la fois bien et c'est à la fois dangereux. C'est bien parce que du coup, il y a plus d'artistes qui peuvent s'exprimer et c'est une bonne chose. C'est dangereux parce que ça risque d'emprisonner les gens dans la fiction, il s'est passé ça, alors que la réalité, elle n'est pas toujours comme la fiction. La fiction, c'est une sorte de parodie de la réalité en réalité quand tu y penses. Mais bref. Allez les gars, c'était cool de discuter avec vous, ça m'a fait du bien, il faut que j'enregistre, il faut que je trie mes vidéos, que je les poste, que tatata. Donc sur ce, on va arrêter l'enregistrement ici. C'était Rager, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez un peu mieux comprendre dans quel monde je suis. Mais petit à petit, je vais vous entraîner dans ma réalité et vous allez voir que quand on va commencer à attaquer des sujets sérieux et que je vais faire le même pétage de câble qu'il y a 4 ans, le même pétage de câble qu'il y a 1 an, en restant calme, lucide, compréhensif, pacifiste, vous allez voir, on va aller très loin sur cette chaîne. On est qu'au début, les gars. Et bref, c'est vrai qu'il y a un jeu concours sur ma chaîne en ce moment. Alors voilà, le mot-clé pour le lot de manga à gagner, je rappelle, sur ma chaîne en ce moment, on peut gagner 50 € de manga. Il faut trouver les 7 mots-clés que je distribue, que je donne dans mes différentes vidéos. Il y a 7 mots-clés à réunir. Une fois que tu as les 7 mots-clés, tu mets le commentaire sur n'importe quelle de mes vidéos. Le premier qui poste les 7 mots-clés gagne 50 € de manga, les gars. Et le mot-clé du jour, c'est ténèbres. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.